Salut Moussaillon, t'étais où cette semaine? Bon, c'est pas grave, le Ledo du 23 juin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce mail d'Hebdo du 23 juin 2023. Lundi. Le transfert d'une énorme cargaison de pétrole d'un supertanker délabré au large du Yémen comporte des risques évidents, mais attendre une marée noire inévitable sans rien faire n'était pas une option, a insisté mercredi un haut responsable de l'ONU. Le FSO Safer, vieux de 47 ans, transformé en terminal flottant de stockage et de déchargement, est ancré au large du port stratégique de Hodeïda sans avoir été entretenu depuis 2015, alors que le Yémen est plongé dans l'une des pires crises humanitaires au monde en raison de la guerre qui oppose le pouvoir aux rebelles Houthis. Les premières images envoyées cette semaine par l'équipe du navire de soutien technique Endeavour de l'entreprise Boskalis et dont la filiale Smith Salvage mènera les opérations ont montré un vieux pétrolier rouillé, a commenté Hashim Steiner, patron du programme de l'ONU pour le développement, à la manœuvre dans ce dossier. Le tour du bateau et le premier visuel des experts montés à bord mercredi n'ont rien révélé que nous n'attendions pas, explique-t-il. Mais il faudra attendre plusieurs jours pour une véritable évaluation. Dans tous les cas, le transfert prévu de l'équivalent de plus d'1 million de barils de pétrole du Safer vers le Nautica, supertanker acheté par le PNUD qui attend à Djibouti, ne sera pas une promenade de santé. Les risques que quelque chose se passe mal sont réels et ils sont évidents. Et si quelque chose se passe mal, beaucoup de questions seront posées, reconnaît Hashim Steiner. Des questions auxquelles on ne peut répondre. Tourner le dos n'était pas une option. Parce que le scénario du pire, la menace que le Safer se brise, explose ou prenne feu, était de plus en plus considéré comme un risque inévitable, insiste-t-il. Or, selon l'ONU, il contient 4 fois la quantité de pétrole de l'Exxon Valdez, pétrolier qui a provoqué en 1989 l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire des États-Unis. En cas de marée noire en mer Rouge liée au Safer, les Nations Unies estiment à 20 milliards de dollars le coût du seul nettoyage. Alors, les Nations Unies ont pris la décision de se porter volontaires parce que l'alternative aurait été simplement de ne rien faire et d'attendre l'accident, lance le patron du PNUD, assurant que tout est fait pour réduire les risques. D'abord, la sécurisation du Safer dont les systèmes ne sont plus opérationnels. Ainsi, dans les prochains jours, des gaz inertes vont être injectés dans les réservoirs pour réduire les risques d'explosion ou d'incendie. Si le pire se produisait, le PNUD et l'Organisation maritime internationale ont prévu un plan de secours qui dépasse de loin le site du Safer, incluant l'hypothèse d'une marée noire atteignant les côtes où le nettoyage serait compliqué par la présence de mines. Une complexité immense qui a impliqué avocats, experts, consortiums d'assurance, sans oublier l'accord des parties au conflit au Yémen. Des risques qui ont aussi découragé certains donneurs potentiels. Il manque encore 29 millions de dollars pour cette opération de plus de 140 millions de dollars, même quand le pompage du pétrole vers le Nautica sera terminé. Si tout se passe comme prévu, d'ici début ou mi-juillet, le responsable onusien ne sera pas complètement soulagé. Le pompage concerne uniquement le brut liquide. Or, au fil des ans, une sorte de bout de pétrole s'est créé au fond du réservoir, bout que les experts de Smith devront aller enlever, explique-t-il. Le sauvetage ne sera terminé que lorsque le Safer sera remorqué vers un parc à ferraille. D'ici là, la qualité du pétrole sera évaluée. S'il n'a pas été contaminé par l'eau de mer ou d'autres substances, il pourrait représenter plusieurs dizaines de millions de dollars, estime Hashim Steiner. Des revenus qui pourraient être utilisés pour aider la population du Yémen désespérée qui se bat pour survivre. Mais l'ONU s'est concentrée dans ses négociations sur l'opération de sauvetage et non sur la destination possible des revenus. Le coordinateur de l'ONU au Yémen, David Gressly, continuera à discuter avec les deux parties en conflit en espérant parvenir à une conclusion à laquelle tout le monde peut adhérer. Mardi. 3 personnes ont été tuées dans la chute d'une grue du chantier de Wuhu en Chine. C'est le site Splash 247 qui nous remonte cette information dramatique. 3 personnes ont en effet été tuées dans le chantier de Wuhu en Chine après qu'une grue de 450 tonnes soit tombée. C'est au cours d'une violente tempête traversée par la région que les 3 ouvriers sont décédés samedi 10 juin dans la journée selon les autorités locales. Selon les témoignages, les 3 victimes se trouvaient dans le poste de commande de l'élévateur lorsque celui-ci est tombé sur le bâtiment, ne leur laissant malheureusement aucune chance de survie. Sans présager de quelques résultats de l'enquête, les conditions de sécurité et de protection du personnel dans ce pays est et va devenir de plus en plus préoccupant que la Chine devient un fournisseur incontournable, notamment dans le domaine du nautisme, qu'il soit amateur ou professionnel. C'est en tant que consommateur que nous avons le pouvoir d'agir en demandant aux revendeurs en bout de chaîne de nous informer des conditions d'emploi et de travail de celles et ceux qui fabriquent ces matériels que nous utilisons.
Mercredi. La Rolex Fast Race, une course au féminin. Plusieurs femmes ont déjà marqué l'histoire de la Rolex Fast Race. À presque un mois du départ et de l'arrivée à Cherbourg-en-Cotentin, tour d'horizon de celles qui vont écrire l'histoire de la 50e édition de cette course historique. Sam Davis, en Grande-Bretagne, Initiative Cœur en classe IMOCA. Originaire de Portsmouth, Sam Davis vit en France depuis plus de 20 ans. Elle y gravit tous les échelons de la course au large. Son histoire avec le grand large débute en 1998, alors qu'elle embarque aux côtés de Stracy Edwards pour battre le record de tour du monde sans escale. Elle a depuis participé à 3 Vendée Globe, ainsi qu'à la Volvo Ocean Race à la tête du team SCA. Récemment revenue d'une étape de l'Ocean Race, elle fait aujourd'hui campagne à bord d'un bateau flambant neuf aux couleurs d'Initiative Cœur. Cette campagne permet de collecter des fonds pour des mécénats chirurgie cardiaque afin de soigner des enfants issus des pays défavorisés. La Rolex Fastnet est importante pour Davis car elle lui a permis de vivre sa première expérience de course au large à bord d'un bateau de 40 pieds, invité par les propriétaires. Sur le moment, vous ne vous rendez pas compte de l'incroyable opportunité qui vous est offerte. Surtout quand vous êtes jeune. Vous devez bien vous vendre, mais sur le moment, vous considérez que c'est acquis. Je ne remercierai jamais assez Tim et Lise, les propriétaires en question, pour ce qu'ils ont fait pour moi. Le domaine de Davis, la course au large, est l'un des rares sports où les femmes et les hommes partent sur un pied d'égalité. Tout le monde a en tête la victoire de Florence Artaud sur la route du Rhum 90 ou la seconde place d'Hélène MacArthur lors du Vendée Globe 2001. Dans le prochain Vendée Globe, il y aura au moins 5 femmes en lice. Ce qui est sympa, c'est que ce sont toutes des navigatrices de haut niveau qui ont des projets avec des sponsors qui sont sérieux et qui sont là depuis longtemps. Ce n'est pas leur premier Vendée Globe. Ils ont tous des foilers avec un fort potentiel pour obtenir de bons résultats. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a au moins un skipper masculin qui a choisi une co-skipper féminine pour la Transat Jacques Vabre. Jusqu'à présent, les seules navigatrices IMOCA étaient les skippers. C'est un signe de confiance et de respect dans le monde de la voile, poursuit Sam. Thor Tomlinson, Grande-Bretagne aussi, JPK 1180 Sunrise en classe IRC2. La dernière édition de la Rolex Fastnet a été remportée par le JPK 1180 Sunrise de Tom Kneen, dont l'équipage comprenait 2 femmes, Thor Tomlinson Cheney et Suzy Peters. Sur ce bateau, lors des départs, Thor Tomlinson Cheney règle la grand voile tandis que Suzy Peters est co-navigatrice avec Tom Cheney, le mari de Thor. Suzy est une très bonne navigatrice et nous sommes toutes amies, explique Tomlinson Cheney. Est-il plus facile pour les femmes d'obtenir une place sur ce type de bateau ? En tant qu'amateur, je pense que oui. Il y a 2 aspects différents. La navigation en double se développe. Il est donc plus difficile pour les gens de naviguer, mais la raison pour laquelle elle est de plus en plus répandue est que les gens ont du mal à trouver des équipiers. Les opportunités sont donc plus nombreuses. Le plus difficile est de trouver l'équipe qui vous convient et pour laquelle vous voulez sacrifier vos week-ends. Astrid De Vide, en Hollande, JPK 1032 Corvo, en IRC2. Si les équipages féminins sont minoritaires, les femmes propriétaires sont encore plus rares dans la flotte IRC. L'une des plus compétitives est la néerlandaise Astrid De Veen. Il s'agit de sa 4e Rolex Fastnet et de sa 2e course en double, puisqu'elle a déjà participé à une course de ce type avec son précédent Grand Soleil 43. Récemment, Astrid De Veen s'est engagée à courir en double au large avec son co-skipper Roland Fraten, qui a participé à au moins 10 courses autour du rocher irlandais. Personnellement, après 10 ans de course côtière en Hollande, j'avais envie d'un plus grand défi. Avec la course au large, aucune course n'est la même. Pour courir en équipage réduit au large, elle a acquis le JPK 1030, le même modèle que celui qui a remporté la classe IRC 200 lors des 2 dernières courses de la Rolex Fastnet Race. Sur le plan professionnel, Madame De Veen a travaillé dans le domaine des relations publiques et de la communication. Faisant partie d'un groupe exclusif de femmes propriétaires, elle déclare « C'est vrai, j'ai de la chance. Il faut avoir la possibilité de le faire financièrement et j'aime beaucoup la course au large. » Elle est impatiente de s'intégrer à la communauté britannique de l'IRC en double, qui comprend elle-même de nombreuses femmes, et même quelques femmes propriétaires comme Kate Kopp avec son Sunfast 3200 Purple Mist. Jenny Taylor-Jones, Grande-Bretagne, SNS 39 Sunstone, en IRC4. Dans la flotte IRC, les plus belles histoires sont les histoires de famille, et l'une des plus emblématiques est celle de Taylor Jones, basée à Ipswich. Jill et Jenny avec leur fille Issy et le frère de Will, Tom, complétés par 2 amis d'Issy embarqués à bord du Sunstone, un bateau qui a marqué sa génération dans les années 90. En ce qui concerne l'évolution des courses féminines depuis qu'elle a commencé, Jenny dit que c'est la navigation de sa fille qui est la plus évidente. Elle a beaucoup navigué en dériveur et je l'ai conduite à de nombreux événements. Elle a navigué en terrasse et en FEVA et la navigation en RS vise à inclure les filles de manière très équitable. À 13 ou 14 ans, les sports à l'école sont très séparés en fonction du sexe, mais ça n'était pas le cas avec la voile.
Ce sera la 4e Rolex Fastnet de Jenny et la première de la famille à bord du Sunstone. En général, la stratégie est l'affaire de Jenny, mais les tactiques de course sont toujours abordées en commun. J'ai hâte d'y être. J'avais un peu d'appréhension au début parce que je me disais que je n'avais plus 25 ans. En fait, on ne sent pas différent, juste un peu plus lent. Shirley Gervolino, France-Grande-Bretagne, Beneteau 47.7 EH01 en IRC1. Outre les participants australiens, la palme du voyage le plus lointain revient à Shirley Gervolino, qui vient tout droit de Nouvelle-Calédonie pour courir sur le First 47.7 EH01 de Global Yacht Racing. Shirley est née en Angleterre d'un père anglais, a grandi en France et s'est installée en Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans. Professionnellement, elle est médecin généraliste, mais se concentre aujourd'hui sur la stratégie et l'analyse des hôpitaux, y compris les numérosations des dossiers de l'hôpital. Elle a navigué toute sa vie en dériveur dans le sud de la France pendant son enfance à bord d'Optimiste, de 470 et de 505. Elle a également abandonné la voile lorsqu'elle a eu une famille, avant de revenir à la compétition en 2007. Elle a notamment participé à la Rolex Fastnet 2009. Elle essaye de participer à une grande course au large de 600 à 1000 milles par an. Elle a notamment participé à la Rolex Sydney Hobart, à la Rolex Middle Sea Race l'année dernière, à la course Auckland Nouvelle-Calédonie, à la course Nouvelle-Calédonie Vanuatu et à sa propre course autour de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à des régates en Europe et dans les Caraïbes. J'aime les courses au large, mais j'aime aussi les courses côtières que je pratique régulièrement. En Nouvelle-Calédonie, les femmes qui participent à des courses sont relativement peu nombreuses. Là-bas, elle fait actuellement partie d'un équipage exclusivement féminin qui participe à la course Round New Caledonia et est impliquée dans une association qui encourage les femmes à naviguer. J'aime les équipages mixtes, mais je suis un peu déçu car il faut toujours faire ses preuves quand on est une femme. Il y a des rôles à bord qui restent réservés aux hommes, c'est très frustrant. À l'avenir, Shirley souhaite acheter son propre yacht. Tinka Visser, Hollande, J109 Jibe Tolkien en IRC3. Bien qu'elle soit la plus jeune présentée ici, âgée de 19 ans, Tinka Visser de Groningen a accumulé une expérience considérable. Issue d'une famille de navigateurs, elle est passée par la voile légère avant de se lancer à fond dans la course de quillard à l'âge de 16 ans. Elle a participé pendant 1 an à la campagne du VO60 Boudragon du néerlandais Hans Buchholz, dont le point culminant a été à le Rolex Fastnet de 2021. Elle poursuit. Après l'école, je me suis retrouvé sur le Swan 65 King Legend, avec lequel j'ai participé à des courses et effectué quelques convoyages. Son réseau s'est encore élargi lorsque, pendant son année de césure, elle a passé du temps chez Deutsche Sail UK. Cela lui a donné l'occasion de régater sur un Cape 31 et sur le J109 à bord duquel elle participe cette année à la Rolex Fastnet. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur la Fastnet Race, dit-elle. Mes parents l'ont faite plusieurs fois dans le passé et j'ai donc entendu parler des conditions difficiles. Il y a 2 ans, au départ, il y avait beaucoup de vent et de grosses vagues, mais après ça allait, ce n'était pas confortable. Je m'attendais à des conditions bien plus difficiles. Alors que sur le VO60, ils ont régaté à 18, elle attend avec impatience une course plus intime à 8 sur le J109 Jibe Tolkien de Christopher Burley. Cette fois encore, il s'agit d'une affaire de famille, puisque son fils Matthew et sa fille Kat participent également à la course. Je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un ami à la semaine de Cowes, et j'ai navigué avec eux pendant 2 jours. Nous sommes restés en contact, et j'ai vu qu'ils prévoyaient de participer à la Fastnet. Malgré son jeune âge, elle affirme que le secret est d'avoir des relations, de connaître des gens, puis il y a un effet boule de neige. Cela dépend en partie de votre caractère. Si vous êtes ouvert, que vous voulez aider et que vous êtes disposé à recevoir des commentaires, c'est ainsi que vous entendrez avec les gens. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Outre l'imminence de la Rolex Fastnet, Visser étudie actuellement les sciences et l'éducation et a eu la chance d'être embarqué pour la saison dans l'équipage Team Aqua de Chris Bake sur la 44 Cup qui se rendra à nouveau à Cowes du 9 au 13 août. Dès le 17 juillet, retrouvez les skippers à Cherbourg en Cotentin pour le pré-départ de la Rolex Fastnet. Le départ est lancé depuis Cowes le 22 juillet et les arrivées s'enchaînent à partir du 23 juillet pendant toute la semaine. La Rolex Fastnet, pour mémoire, ce sont 10 jours de festivités du 20 au 29 juillet, 480 bateaux attendus, 30 000 m² d'espace dédié à la course, dont 20,8 km de pontons aménagés spécialement, 10 concerts programmés, plus de 50 stands et animations à terre et sur l'eau, 40 mètres de styrolienne, skimboard, bassin de plongée, simulateur de voile, 3 écrans géants pour suivre la course, 200 drones dans le ciel pour un spectacle inédit le 28 juillet, 150 000 visiteurs attendus, 4500 marins au départ, près de 300 personnes mobilisées pour l'organisation. 3 temps forts à ne pas manquer, le 20 juillet à 18h, soirée de lancement, présentation des équipages, le 25 juillet, remise des prix aux professionnels, le 28 juillet à 18h, remise des prix aux IRC et classe 40. Jeudi.
Selon Guillaume Verdier, architecte du bateau Holcim PRB qui a pulvérisé le record de distance parcourue à la voile en 24 heures avec 640 000 nautiques, l'aérodynamique des bateaux peut encore être améliorée pour les rendre plus performants, ça ne fait aucun doute, lorsqu'on lui pose la question sur l'avenir de ces records. C'est au cours de la 5e étape de The Ocean Race que le bateau, alors barré par Kevin Escoffier, a parcouru très exactement 640,91 000 nautiques en 24 heures, soit la distance qui sépare Paris d'Alicante en l'Espagne. Guillaume Vernier n'en est pas à son coup d'essai. Il a notamment dessiné Comanche aux côtés du cabinet VPLP, autant dire qu'il sait créer et faire des bateaux rapides. Il ajoute que les règles actuelles de la classe IMOCA ne permettent pas de disposer de foilers sous les gouvernails. Si un jour cette règle venait à disparaître, les bateaux gagneraient encore de la vitesse et de la puissance. Il ajoute aussi, sous le ton de la blague, qu'Holcim PRB n'a navigué qu'à 26 nœuds et que ce chiffre peut aisément être dépassé. Parle-t-on encore de course à la voile ou simplement d'outils de recherche? L'avenir et les décisions des différentes classes, au regard des accidents qui ne manqueront malheureusement pas de se produire, nous le dira. En tous les cas, la course à la voile doit conserver, pour continuer d'attirer des sponsors et du public, un moment de magie hors du temps. Et la vitesse, voire la survitesse, ne me permettent pas aisément d'offrir ce spectacle aux spectateurs qui, bientôt, risquent de ne plus assister qu'à des courses de Formule 1 sur l'eau, avec des skippers protégés de la tête aux pieds des chocs violents que ne manqueront pas d'engendrer de telles vitesse. Il serait dommage de devoir attendre un accident à la Ayrton Senna pour que les esprits se calment. Revenir au sport n'est ni une honte, ni un aveu de faiblesse, c'est même de la compétition. Vendredi. Un yacht de 90 pieds de long qui n'utiliserait aucune énergie fossile? Ça semble trop beau pour être vrai. C'est pourtant ce qu'Alva Yacht Ocean a commencé à construire. L'allemand Alva Yacht construit actuellement ce qui est considéré comme le premier yacht zéro émission. À la différence des yachts existants actuellement sur le marché, rapporte Motorboat Magazine, qui s'appuie sur des motorisations au diesel pour accroître la vitesse et le rayon d'action du bateau, le yacht Alva Ocean Eco 90H2 n'emportera pas la moindre goutte de carburant fossile. Pour les occasions où les panneaux solaires ne suffiraient pas à alimenter propulsion et confort à bord du bateau, ce sont des cellules à l'hydrogène qui seront mises en action pour produire de l'électricité en émettant rien de moins polluant que de l'eau. Le yacht embarquera une paire de voiles pour accroître un peu plus sa vitesse. Et, chose encore plus étonnante, ce n'est pas un projet dont la seule maquette est en construction dont nous parle le constructeur d'Outre-Rhin, mais bel et bien d'un bateau dont l'usine commencera à produire les premières unités fin 2024. L'intérêt central du Alva Ocean Eco 90H2 réside dans sa capacité à se passer entièrement de carburant pour fonctionner. Lorsque le soleil brille, les 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques intégrés sur le roof et l'ensemble de la superstructure du bateau produiront environ 40 kW d'électricité, suffisamment pour faire avancer le bateau à la vitesse de 3 à 4 nœuds et alimenter ses équipements de confort, climatisation incluse. Pour aller un petit peu plus vite, un vaste parc de 500 kWh de batterie, ce qui représente à peu près 10 fois la puissance d'une voiture Tesla 2, offrira une capacité d'atteindre 5 à 7 nœuds pendant environ 50 000 nautiques. Utilisés seuls, les deux moteurs de 480 kW sont capables de propulser le bateau à la vitesse de 12 nœuds sur une distance bien sûr plus courte. Ce n'est que lorsque la demande dépassera la capacité des panneaux solaires additionnée à celle des batteries que les cellules d'hydrogène se mettront en route. Ces cellules sont fournies par EODev, qui dispose d'ores et déjà d'une expérience prouvée. En effet, c'est l'entreprise qui a conçu et fourni les cellules qu'utilise le catamaran autonome Energy Observer. Le constructeur du bateau n'a pas encore indiqué la quantité de cellules ni celle d'hydrogène que transportera le yacht, mais il est certain que ce gaz sera stocké sous très haute pression pour utiliser le moins d'espace possible à bord. Le plein d'hydrogène se fera sur des postes de distribution dédiés à cette source d'énergie verte. L'ajout des voiles en forme d'aile n'était pas une nécessité absolue, mais apportera la possibilité de ne naviguer qu'à la voile pour le plaisancier qui le désire, ou d'aller encore plus vite en ajoutant la force d'éole à celle de l'hydrogène. À la différence des voiles traditionnelles, ces voiles-ailes sont des structures semi-rigides à double pot qui ne nécessitent ni manœuvre ni compétences particulières pour faire avancer ce voilier. Composée de deux sections indépendantes pour ajuster l'angle d'attaque et la cambrure des voiles, elles travaillent comme le font les ailes d'un avion, créant une zone de haute pression d'un côté et de basse pression de l'autre, peu importe la direction d'où provient le vent. La magie du système de Wingsail est que la paire est totalement autonome, disposant de ses propres capteurs de pression, de direction et de positionnement, et d'un système informatique autonome qui assure les meilleures performances en toutes circonstances. Cette installation rend les voiles, selon le fabricant Aimo, 2 fois plus performantes que les systèmes concurrents. Et, confort absolu, en cas de vent trop faible ou trop fort, les voiles se rangent en pressant un simple bouton.
Le cœur du système, nommé Alva Connect, est la solution logicielle Alva qui supervise en continu l'ensemble des besoins en énergie électrique du bateau et arbitre entre les 4 sources d'énergie possibles, solaire, batterie, cellules à hydrogène et Wixsail. Le skipper choisit le cap à suivre et la vitesse et l'ordinateur se charge du reste. Le premier exemplaire de l'Alva Ocean Echo 90H2 sera livré adaptable tant pour une utilisation de plaisance privée que professionnelle. Basé en Méditerranée, il sera livré avec des cabines ensuite toutes équipées de leur propre salle de bain ou de douche. Si le prix exact du bateau Alva Ocean 90 demeure secret, la seule information qui a fuité est que le prix de départ tournera aux environs de 7 millions d'euros hors taxe. Voici la fin de ce Mayday hebdomadaire. J'espère que tu y auras appris de nouvelles choses sur le monde nautique. Si tu es sur l'eau, tu aimes ce que tu viens d'entendre, alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.